2025. Le 10-11 de Lise Gutmann vous est proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Serge Moiti, bonjour. Bonjour. Un grand plaisir de vous recevoir ce matin en direct sur Radio J. Évidemment, toutes nos auditrices, tous nos auditeurs vous connaissent, mais on va quand même refaire les présentations en bonne et due forme, sous la forme accoutumée. Cinéaste, homme de télévision, réalisateur bien sûr de très nombreux documentaires que pour certains vous avez également produits. Vous avez d'ailleurs tourné également sur Israël, on y viendra dans un instant. Et vous êtes aussi bien sûr, last but not least, l'éditorialiste d'actualité juive, parmi d'autres, mais nous avons un édito hebdomadaire qui je m'en réjouis. Et voilà, et cette semaine, c'est pour ça que je vous invite, votre édito s'intitule Vive Israël. Vous rappelez, dans toutes les villes de France, nous étions officiellement 182 000. Oui. Et l'avant-veille, de cette grande manifestation civique réussie, j'avais eu une autre grande émotion. Votre émotion, c'était que vous receviez chez vous votre ami, l'ex-ambassadeur Danishek, enfin il est toujours d'ailleurs diplomate. Sa femme que j'ai reçue. Mais vous avez surtout reçu, c'est ce que j'allais vous dire, absolument, vous me l'arrachez de la bouche, Émilie Moatti, qui est un membre de la Knesset. Moatti, avec deux T. Voilà. Alors juste je présente, après je vous laisse parler. D'accord, non. Il revenait avec la délégation de députés de la Knesset qu'elle emmenait. Elle était entourée donc de collaborateurs. Il revenait de voir Macron. Et elle avait donc montré à Macron les récits d'un certain nombre d'Israéliens sur les massacres du Hamas. Vous allez nous raconter ça. Effectivement, c'est absolument saisissant. Et ce que vous n'expliquez pas dans la chronique, c'est comment le président de la République a réagi à ces images. Peut-être Émilie Moatti vous l'a-t-elle raconté lors de l'entretien que vous avez eu avec elle, mais en tout cas, c'est une très belle initiative d'Émilie Moatti, et je tenais à commencer l'émission par cela, car nous sommes dans un contexte, Serge Moatti, vous le connaissez mieux que quiconque, où aujourd'hui, certaines forces en France, des forces idéologiques, mais aussi des forces politiques, peuvent être tentées de relativiser ces massacres islamistes commis contre les civils israéliens, et de faire porter l'attention ou la focale exclusivement sur les, entre guillemets, dégâts collatéraux de civils dans la bande de Gaza. On voit bien qu'on est à un moment où il y a le risque, en quelque sorte, d'une bascule de la sensibilité collective. Et donc, à ce titre, évidemment, votre témoignage dans Actualité Juive me paraissait particulièrement important à mettre en lumière, Serge Moatti. Les femmes qui sont venues me voir, vraiment grâce à Émilie Moatti, m'ont bouleversé. Vraiment, elle traduisait et les autres parlaient hébreu. Voilà, parce qu'Émilie Moatti, effectivement, est tout à fait bilingue. Députée travailliste, Absolument. Et formidable ce qu'on m'a raconté ces femmes. Et j'étais là comme un imbécile à écouter, avec la traduction et tout ça. Elle parlait des enfants morts, des enfants tués, des petits gamins éventrés, des trucs épouvantables. Alors Serge, je vous cite, puisque nous avons votre chronique comme document de départ dans notre émission en direct ce matin sur Radio J, Serge Moatti. Vous dites, la deuxième jeune femme raconte, vous êtes donc chez vous, en présence de ces femmes. Elle vous raconte, j'étais chez moi le 7 octobre, j'ai entendu du bruit, j'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu les corps de mes voisins, juste des cadavres méconnaissables et déchiquetés. Oui. Vous ne le découvriez pas néanmoins, vous saviez que ces scènes d'épouvante avaient eu lieu. Certes, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, on est bien d'accord. De quelqu'un qui vous dit, mais j'ai vu moi ça, j'étais là, à ma fenêtre, j'ai vu. Non, c'est terrible. Terrible. Et j'étais absolument bouleversé par la force en même temps, dans le récit de ces femmes. C'est moi qui chialais, pas elles. C'est magnifique. Vous étiez le seul à éprouver cette émotion paroxystique? Mais non, mais parce que leur récit me bouleversait. Moi, je suis à Paris, bref. Et j'étais bouleversé de leur courage, de leur dignité. Et
Oui, de leur présence chez Alors, Serge Moiti, nous sommes ensemble, en direct sur Radio J. C'est votre chronique moi. Je vous d'actualité remercie juive beaucoup. qui est le départ de notre conversation. Et vous terminez, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude, sous votre plume, de voir ces mots d'ordre rappelés. Vous terminez votre chronique tout simplement par « Vive Israël ». Ah oui, Voilà, « Am Israël Chai », vous auriez pu le dire en hébreu. mais je ne sais pas. Voilà, vous savez pas. Mais effectivement, est-ce que quelque chose se produit au fond chez vous, Oui. dans votre propre rapport à l'État juif ces dernières semaines, sous le choc de l'épouvante de ces attaques contre les civils? Bien sûr, enfin, j'ai failli vivre en Israël, vous savez. Quand j'avais 11 ans, j'ai perdu mes parents. Tout à fait. J'étais orphelin. Tout à fait. Et j'avais un oncle qui vivait en Israël, André Semama, grand journaliste, correspondant de France Inter et du Monde là-bas. Et il m'a dit, il voulait que je vive au fond avec lui. Il s'en est fallu d'un cheveu cachère, peut-être. Mais je suis retourné avec ma sœur vivre à Paris. Mais il m'avait montré un kibbutz. Et dans ce kibbutz, Vous vous souvenez du nom du kibbutz, Serge Moiti? Regavim peut-être. Mhm. Et vraiment, il s'est arrivé un truc formidable, c'est qu'il n'y a pas d'orphelins là-bas, un kibbutz. Et moi, j'en avais marre qu'on me demande où sont tes parents, tout ça, etc. Là-bas, ils étaient tous comme des orphelins, mais pas du tout. Ils avaient des parents, tout ça, etc. Mais on te regardait comme quelqu'un d'autre, comme un frère, quoi. Et ça, c'était bouleversant pour Voilà, moi. sans compter dans votre génération, Serge Moiti, le nombre important de juifs et de juifs de la diaspora qui Oui. sont venus un peu souvent en éclaireur pour leur famille. Donc c'était des adolescents, vous avez raison, qui avaient entre 10 et 15 ans et qui sont Exactement. arrivés souvent avant leur famille en Israël. J'ai eu le témoignage, moi, personnel de Shlomo Ben-Ami, l'ancien Ah ministre des Affaires étrangères. C'était son cas. Ils ont quitté le Maroc, mais ils ont d'abord envoyé les enfants. Et donc, effectivement, les enfants se Et retrouvaient... Regavim était un kibbutz très Seul dans les juif d'Afrique du kibbutzim. Nord, ouais. Voilà. Et donc, pourquoi finalement n'êtes-vous pas resté à l'époque en Israël? Quelles circonstances ont fait que vous n'êtes pas devenu un réalisateur de cinéma israélien, Serge Moiti? Je sais pas. Vous vous souvenez pas? Je voulais pas laisser ma sœur qui m'avait... Le conseil des familles avait dit que c'était ma sœur qui devait m'élever, qui avait à l'époque 19 ans. Mhm. Voilà. Et je crois que j'ai bien fait de rentrer à Paris. Mhm. Pourquoi? Parce que ma vie s'est faite là. Et j'ai rencontré François Truffaut, qui a été formidable avec moi quand j'avais 12 ans. 12 ans, vous vous rendez compte? Et ça a été comme un grand frère jusqu'à sa mort. Et c'était pour moi formidable d'avoir ce type-là. J'avais tout raconté de ma vie. Hein, bon, Bien sûr. et il a été formidable. Je devais faire les 400 coups, vous savez. Et il corrigeait tous les petits films que je faisais depuis l'âge de 13 ans, peut-être. Je lui montrais le jeudi mes films, plus mauvais les uns que les autres. Et ça fait rien. Il me disait, non, là, tu aurais dû faire un travelling arrière, un travelling avant. Enfin, je sais. François Truffaut a été votre premier mentor en cinéma. Oui. Ouais. Et quasiment le seul. Hein. Mhm. Mais après, je suis mon propre mentor. Mais j'ai fait des bides et j'ai fait des succès aussi. J'ai tout fait. J'ai tout fait comme un vrai. Alors, Serge Moiti, nous sommes ensemble. C'est un privilège de vous avoir. Vous êtes éditorialiste à Actualité Juive. C'est un plaisir pour moi. Voilà, homme de télévision. Mais je vais vous interroger aussi sur les sujets, j'allais dire, de débat d'actualité du moment. Évidemment. Et vous les connaissez mieux que quiconque. On peut dire, ce n'est trahir aucun secret, que vous êtes un compagnon de route historique de la gauche française Oui. depuis maintenant Et je plus de suis 40 ans. resté. Je suis Et vous l'êtes resté. Et d'ailleurs, vous êtes celui, rappelons-le pour nos auditrices, nos auditeurs, vous êtes celui qui a enseigné les règles de la télévision à François Mitterrand Oui. lorsqu'il travaillait avec Jacques Pilan sur son image publique avant de devenir président de la République. Donc nous sommes dans la séquence 79-81. J'ai commencé en 71 avec François Voilà, Mitterrand. vous avez commencé même un peu plus tôt, mais dans la séquence 79-81, il est évident qu'il faut qu'il devienne une bête de télévision. Non. Enfin, Il fallait, je le dis avec mes mots. Oui, d'accord, mais enfin... Allez-y, Serge. Serge. Non, c'est pas ça. Lui, il disait, je déteste l'œil noir qui me regarde. L'œil noir, c'était la caméra. Putain, je me suis dit, je suis bien barré, moi. Puisqu'il me demande de l'aider. Bon, ça va, vous, avec l'œil noir aujourd'hui, ça va, Non, ça va, ce ça matin, va, je ouais, le vois parce que c'est pas, une radio filmée, je hein. le vois pas. Et donc, je lui ai apprivoisé l'œil noir. Mmh. Et je lui ai trouvé une phrase qui l'a fait rire beaucoup. J'ai dit, imaginez qu'il y ait des très jolies femmes assises sur un canapé qui vous regardent. Et elle je sais pas, elle vous trouve séduisante. Et il s'est mis à se marrer. Et ça a commencé comme ça. Ça a marché, la transfiguration de la caméra en jolie femme, là. En Oui, ça a jolie marché. femme. Oui, Ouais, mais ça a marché. c'était très important de lui dire ça, je crois. On a beaucoup ri après. Et en plus, on a beaucoup ri après sur les forces de l'esprit. C'était quelque chose qui lui importait beaucoup. C'est-à-dire que il m'a demandé, juste avant le débat de 81, vous savez, le dernier débat, avant, parce qu'on avait fait 2 débats qui étaient des bides, des pas bien, quoi, avant. Et là, en 81, on se retrouve seul dans la salle de maquillage, lui se regardant dans un miroir,
et moi derrière lui. Comme avec les acteurs, aussi, j'avais beaucoup l'habitude avec les acteurs d'aller dans les salles de maquillage pour créer un climat. Et il me dit, Serge, vous aimez Godard? Oui. Et un temps, vous aimez Brigitte Bardot? Alors, je m'attendais à tout, sauf à ça, avant d'entrer en scène pour un débat politique de la plus grande importance, c'était le débat des présidentielles. Bon sang. Et il me dit, vous aimez mes seins? Pardon? Vous aimez mes fesses? Alors, je lui dis, mais il est fou. Qu'est-ce qui lui est arrivé, celui-là? Il avait de l'humour, en fait. Hein. Ah oui, bien sûr. Il voulait me faire marrer. Et parce que c'était, en fait, la célèbre phase du mépris jouée par Michel Piccoli. Donc, il reprenait ça, etc. Et je me suis dit, putain, l'angoisse. Il y a tout le Parti socialiste qui va entrer. Ils vont nous penser qu'on est deux PD, quoi. C'est quoi? Et moi qui dis, ouais, bon. Alors, et ensuite, c'est vous qui êtes évidemment l'organisateur de cette traversée extrêmement télégénique qui est restée dans les mémoires du Panthéon. Hein, on est bien d'accord. Oui. Après son élection, c'est vous qui avez scénographié ce moment de télévision qui est aussi un moment de commémoration nationale. Et vous avez d'ailleurs toujours gardé une relation d'amitié. Alors, pour autant qu'on puisse parler d'amitié, évidemment, ça n'était pas, c'est pas quelqu'un avec qui vous aviez des relations, vous ne partiez pas en vacances avec lui, naturellement, mais vous êtes resté dans le cercle amical, on va dire, élargi de la Mitterrandie. Voilà. Alors, évidemment, c'est aussi le fil rouge de notre entretien de ce matin. Vous voyez bien qu'une grande partie, peut-être pas l'intégralité, mais une grande partie de la gauche française aujourd'hui est malade. On ne peut pas faire parler les morts, mais j'imagine que vous qui êtes un héritier du mitterrandisme, vous êtes posé la question. François Mitterrand, c'est l'homme qui, après son élection, non seulement se rend au Panthéon avec vos indications scénographiques de réalisateur, mais oui, vous l'avez perdu pendant quelques instants. Frayeur de frayeur pour le jeune Serge Moiti. Mais c'est surtout l'homme qui se rend en Israël. Et à la grande surprise d'ailleurs de beaucoup qui se disaient il est socialiste donc il va être anti-israélien. Mais non, pourquoi? Non mais je restitue le climat de l'époque historiquement. Et en réalité, il a été un président beaucoup plus proche affectivement de l'État d'Israël que ne l'était le prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, qui lui était très éloigné, disons, des positions philo-israéliennes d'un certain nombre de représentants de la classe politique de d'alors. On peut dire d'alors. qu'il était contre Israël, Giscard d'Estaing. On peut dire ça comme ça. Non. Et donc François Mitterrand, lui, c'est l'inverse. Est-ce que à l'époque, vous avez été surpris par ce bon trait de François Mitterrand? J'ai pas été surpris. J'ai été ému. Quand il a parlé des forces de l'esprit, justement, j'y reviens, parce que pour lui, c'était le pays des forces de l'esprit, Israël. Vraiment? Ah oui, vraiment. Vous ne reconstruisez pas un François Mitterrand de légende, là, en disant cela? Non, je l'ai beaucoup connu là-dessus. Non, pardon, mais on se voyait très très souvent, enfin, toutes les semaines, tous les machins. Bien sûr. Et les forces de l'esprit, c'était, je vous rappelle que ces derniers vœux aux Français, c'était « je ne vous quitterai pas, car j'arrête », quoi. Et par contre, ça sera moi quand même, car je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas. Vous y croyez, vous aussi, Serge Moiti, aux forces de l'esprit? Oui, monsieur. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette partie importante de la gauche française qui, alors non, mais on peut le décrire comme ça, qui, sous le choc des images de Gaza, est en train de se retourner violemment contre l'État d'Israël, avec toutes les conséquences que nous pouvons voir d'ailleurs quotidiennement dans la société française, notamment en matière d'antisémitisme et de légitimation de l'antisémitisme. Oui, vous avez raison. Vous croyez que vous, la gauche française, c'est Jean-Luc Mélenchon? Non, moi, pose une question. Moi là, je ne prends pas parti. Mais moi, je prends parti. Mais beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs peuvent avoir le sentiment légitime, Serge Moiti aujourd'hui, que la gauche française, je ne dis pas dans son intégralité, mais dans de larges fractions et profondément et durablement brouillée avec Israël et avec la défense de la légitimité d'Israël. Mais parce que je vous livre ça comme une hypothèse. Parce que tout ça est très mal présenté. Pardon. Mais d'accord. Le 7 octobre, c'était quand même pas la faute d'Israël, le 7 octobre. D'accord? Cette espèce d'irruption comme ça du Hamas et de fracassement sur le territoire israélien. Mais atroce, enfin, atroce. Voilà. Atroce. Et vous pensez que tous ces gens, les David Guiraud, les Daniel Obono, ont du mal à comprendre ça, tout simplement? Ou ils font semblant de ne pas comprendre? Je m'en fous. D'accord. Je sens qu'ils disent des conneries. Pardon, je peux parler vulgairement. Et pour moi, c'est pas la gauche, ça. D'accord. Non, mais vraiment, je suis clair. Elle est où votre gauche, alors, Serge Moiti, ce matin? Pour l'instant, là, comme ça, elle est du côté de Cazeneuve, par exemple. Oui. Voilà, vraiment. Mais pas du tout du côté de Mélenchon. Pas du tout du côté de la NUP, par exemple. Moi, je refuse d'être là-dedans, dans cette espèce de truc comme ça, etc. Je refuse ça.
Et voilà, c'est tout. Posez-moi une question encore, parce que... Alors, Je veux pas là, vous- on est au cœur du sujet. Oui, bon, d'accord. ça- Vous êtes un homme de gauche affirmé. Oui. Vous êtes un défenseur d'Israël absolument sincère. Ça se voit d'ailleurs dans le journal Actualité Oui. Juive, dont vous êtes aujourd'hui un des éminents Évidemment. collaborateurs. Non, mais- Et ça se voit ce matin. Mais est-ce que vous pensez que ce combat culturel peut, dans les années qui viennent, être gagné encore Par qui dans l'espace du progressisme? Est-ce qu'il y aura encore une place dans l'espace du progressisme français pour une défense argumentée d'Israël? Alors, je vais vous dire. Oui, Je peux parler librement. mais bien sûr, vous êtes là pour ça. Je pense qu'il faut absolument que ce gouvernement se tire en Israël. Le gouvernement israélien. Bien sûr, Oui. oui. En France, non. Mais en Israël, ça me paraît capital. Vraiment. On n'a rien à faire avec Bibi et ses troupes. Rien. Cette extrême droite fait beaucoup de mal à Israël. Vraiment, je le dis de tout mon cœur, avec amour. Pas, j'ai rien à y gagner, moi. Mais ce Bibi nous fait du mal. Vraiment. Et il a, je sais pas d'où il sort. Enfin, si, je sais d'où il sort. Mais il faut que les travaillistes, la gauche, reviennent au pouvoir en Israël. Vraiment. C'est très important. Alors vous avez raison, Serge Moati. J'ai raison de penser ça. Vous avez raison d'exprimer librement vos opinions. Vous m'avez On peut, demandé. mais bien sûr, vous êtes là pour ça et c'est passionnant. Et c'est précieux de vous avoir, Serge Moati, je vous le redis. Mais on peut vous objecter qu'au moment où les travaillistes étaient au pouvoir en Israël, nous pensons notamment à Ehud Barak, il y a maintenant 20 ans. Au moment des négociations, d'ailleurs avortées avec les Palestiniens, Oui. qu'on a appelées les négociations de Camp David II. C'était les travaillistes, et pour Oui. autant, il y a eu une flambée planétaire de rejet d'Israël, sous l'influence d'ailleurs d'Arafat à l'époque, qui s'était islamisé, et donc le fait qu'il y ait des travaillistes n'est pas la condition sine qua non pour qu'on arrête la réprobation d'Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Eh bien, le fait qu'il y ait un gouvernement travailliste Oui, n'empêche pas le rejet d'Israël Écoutez, dans des fractions entières de l'opinion. Écoutez, moi j'ai suivi pendant très très longtemps, par Mhm. exemple avec ma caméra, Mhm. Shimon Peres, Mhm. avec lequel je suis devenu très ami. Tout à fait. Vraiment, enfin, c'était... il me laissait filmer tout, Mhm. y compris les discussions avec Arafat. Hein. Vraiment, enfin, je vous jure, j'étais là. Tout à fait. Et c'était Très juste. comme deux types de la même culture qui se retrouvaient. Mhm. Enfin, c'était... il n'était pas... Shimon était tout sauf... c'est nous, Israël, machin, on fait ce qu'on veut, etc. Il était tout sauf ça. Mhm. Mhm. Et c'était un vrai dialogue d'amis, presque. Mhm. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Pardon, mais je tiens à dire ça, parce que... Et là, on ne peut pas considérer que les Palestiniens n'ont pas leur droit d'avoir un État en Palestine. Enfin, vous voyez, les Palestiniens, un État en Palestine, je parle mal, mais un État là-bas, c'est impossible. Voilà, donc vous restez parmi, on va dire, les voix françaises, Oui. l'un de ceux qui pensaient, je le traduis dans mon langage, mais pour que nos auditrices, Oui, nos auditeurs d'accord. comprennent votre position, l'un de ceux qui pensaient que, à côté d'un État d'Israël parfaitement légitime et dont on doit renforcer la sécurité, c'est une Ouais, bien évidence sûr, par les temps qui courent, évidemment. vous restez de celle de ceux qui pensaient qu'il est légitime d'envisager ce qu'on appelle, dans le jargon des diplomates, mais nos auditeurs le comprennent, la solution des deux États. Évidemment. Voilà. Et vous pensez que de ce point de vue-là, la position française qui n'a pas changé n'est pas une position datée, contrairement à ce que certains suggèrent ici ou là, notamment aux États-Unis, par exemple. Mais non. D'accord? Comment ça, position datée? Non, mais alors là, je vous objecte un argument, c'est pour vous faire réagir, Non. c'est intéressant, Serge Moati, mais certains disent, vous savez, de facto, il est beaucoup trop tard pour envisager un État palestinien, car cet État palestinien serait un État palestinien islamisé, dans lequel le djihad islamique et le Hamas donneraient le tempo. Et donc, ça serait trop dangereux pour Israël. Vous savez bien qu'il y a un débat de Et fond. là, c'est pas dangereux, je là je Et là, ne c'est le pas tranche dangereux pas, le débat. C'est maintenant que Je c'est ne le dangereux. tranche pas, je le pose avec vous. Oui, mais je vous réponds. Voilà. C'est maintenant que c'est dangereux. S'il y avait deux États, Mhm. ça irait sûrement beaucoup mieux. Surtout si l'État est travailliste en Israël. Parce que un État travailliste, ça sait parler aux autres. Ça aime bien les autres. Sans les considérer comme des pauvres types, etc., etc., etc. Là, on a l'impression que Bibi, pardon, vous allez me croire... Non, mais vous êtes libre Non, de bon, vous exprimer. d'accord. C'est la marque de fabrique de Radio J, c'est qu'il y a une diversité d'opinions, de sensibilités et d'analyses politiques, Voilà. et vous êtes le bienvenu. Et chaque fois que je vais en Israël, d'ailleurs, parce que j'y vais de temps en temps quand même, et j'en ai filmé beaucoup là-bas, etc., j'ai vu la différence entre la droite et la gauche. en Alors, Israël. comme il n'y a pas pour l'instant cette gauche que vous appelez de vos voeux, Oui. cette gauche israélienne modérée d'ailleurs, social-démocrate Oui, très modérée, Oui, moi aussi. Hein. qu'est-ce qu'on fait en diaspora
pour lutter contre ce fléau terrible que vous voyez se répandre partout, qu'est l'antisémitisme, le néo-antisémitisme, si l'on veut l'appeler avec les mots de notre ami Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cela? Car ça n'a pas de rapport, pardon, mais... ça n'a pas de rapport, mais en revanche, nous sommes confrontés dans les diasporas à un phénomène d'antisémitisme grande ampleur et de grande intensité. C'est affreux. Et ben voilà, et vous, comme citoyen engagé, nous l'avons compris, avec des convictions progressistes tout à fait respectables, Serge Moati, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez faire dans la France d'aujourd'hui pour tenir en respect les antisémites? Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je suis pas flic, je suis pas ministre de l'Intérieur. Ça peut venir, mais je suis pas ministre de l'Intérieur. Et sur le plan du débat culturel, de la lutte idéologique, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il faut leur parler autrement d'Israël. Alors, justement, il faut leur parler comment? De ce pays magnifique, de ce pays tendre, de ce pays... Moi, je suis bouleversé quand je parle d'Israël. Vraiment, j'ai presque envie de chialer, là. J'adore ce pays. Vous pensez qu'à la racine des phénomènes qui nous inquiètent tous aujourd'hui, ce matin, et nos auditrices, nos auditeurs sont en consonance avec vos inquiétudes, même s'ils ne partagent pas forcément vos options politiques, mais c'est autre chose. Mais notre inquiétude face à l'antisémitisme, vous pensez que nous pouvons la faire baisser d'intensité, en quelque sorte, déjà un petit peu, évidemment, si nous savons parler d'Israël d'une manière, j'allais dire, plus attractive pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, par exemple, si on voyait par exemple un Premier ministre israélien embrasser un Palestinien, embrasser. Vous voyez, je vais jusqu'à là. Et ils se tiennent la main, comme le faisait du temps de Rabin et machin, et de Shimon Peres, et tout ça, etc. Qui a tué Rabin quand même? C'est l'extrême droite. Vous pensez que de telles images, qu'on peut qualifier d'utopiques dans le contexte actuel, mais auraient une force de conviction? C'est cela que vous nous dites, Serge Moati. Évidemment, enfin. C'est-à-dire qu'Israël est là pour l'éternité. On va jamais quitter Israël, les Juifs. Jamais. Bien sûr. Donc alors quoi? Bien sûr. Il faut être copain avec ses voisins. C'est comme ça. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc j'espère vite qu'il va y avoir des élections ou je sais pas quoi, voilà. Alors, ça, nous ne le maîtrisons pas, mais en revanche, il y a un dernier aspect sur lequel je voulais vous faire réagir ce matin. C'est passionnant, donc il y a votre chronique, vous relatez la visite d'Émilie Moati avec les femmes, les témoignages de femmes sur les massacres absolument terribles atroces commis par le Hamas. On a à peine une minute. À peine une minute. Vous savez qu'il y a un processus, vous l'avez suivi, comme nous, bien sûr, qui était très prometteur, qui s'appelle les accords d'Abraham, depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Disons, on va dire très exactement 3 ans et 3 mois. Bien sûr, bien sûr. Un certain nombre de signataires de ces accords, dans la guerre actuelle, se montrent très modérés dans leur critique à l'égard d'Israël. Tant mieux. Très modérés. Et je pense aux Émirats Arabes Unis, par exemple. Est-ce qu'il faudrait, à l'avenir, lorsque le temps d'une solution politique viendra, envisager, comme Biden et Blinken semblent le souhaiter actuellement, que l'on reprenne ce travail pour l'élargissement des accords d'Abraham? Mais évidemment, enfin, c'est des pays d'une région. C'est comme si nous disiez, ça vous ennuie pas qu'il y ait la guerre avec la Belgique? Enfin, ils sont proches, ils sont les voisins immédiats. Serge, vous faites une comparaison, au fond, entre ce processus très prometteur dont les Israéliens se réjouissaient intensément. Ils se réjouissent toujours. Bon, et vous faites une comparaison historique, en quelque sorte, qui vaut ce qu'elle vaut, entre ce processus historique des accords d'Abraham, qui n'est pas interrompu, en réalité, qui est entre parenthèses, mais pas interrompu, et cette construction de l'Europe difficile, mais qui a porté ses fruits sur la durée. Et je voudrais être entendu vraiment avec cœur et avec émotion, et j'ai rien à y gagner, moi, j'y crois, c'est tout. Alors ça, c'est évidemment un message aussi qu'il faut que vous portiez, Serge Moati, à l'attention de la gauche française qui n'a toujours pas compris. Non, mais c'est pas la gauche française, ça. C'est pas la gauche française. Vous me parlez d'une gauche française qui est complètement passée de l'autre côté. Absolument. Mais non, et oh. Et on en a parlé, absolument. Oui, mais je le dis et je le répète. C'est très clair. La NUP. Au revoir la NUP. Absolument. Et peut-être adieu Mélenchon. Merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. Serge Moati, vous êtes chez vous. Je renvoie à vos chroniques d'actualité juive et à la dernière notamment, puisque vous racontez les témoignages de femmes victimes, mais aussi témoins des massacres atroces perpétrés par le Hamas. Et c'était chez vous qu'a eu lieu cette soirée de témoignages. Merci infiniment. On vous souhaite un très bon Shabbat, Serge. Vous savez que je connais le rédacteur en chef d'actualité juive, qui s'appelle Alexis Lacroix. C'est étrange comme nom, non? Merci beaucoup. On vous réinvitera sur ce sujet. Merci beaucoup, Serge. Merci.